C'est un peu galère. En fait, effectivement, les gros morceaux de contenu qui sont censés être réutilisés, qui sont un peu les flagships vidéo avec Matthew McConaughey qui va dire Salesforce va changer le monde, etc. Ouais. Ça passe pas super bien en Europe. C'est un peu, ça peut être un peu cringe parfois. Quand t'es au marketing, tu as un pouvoir de dingue. Tu peux aller rendre tous les execs de ta boîte des stars. Tu peux écrire des blogs sur eux, tu peux utiliser ton budget marketing pour leur faire un photoshoot de stars, tu peux les mettre on stage sur un event, Okay. Et en fait, t'as ce pouvoir qui te permet de créer des relations. Donc, revenons à la question principale, c'est comment on s'ennuie pas 10 ans dans la même boîte. Ouais. Ça m'intrigue, et je pense que ça intrigue beaucoup. Bonjour Alice. Salut Naufal. Bonjour Guillaume. Salut Nofal, salut Alice. Salut. Bonjour Alice, et surtout aujourd'hui un grand bonjour pour parler d'un super sujet, un sujet de survie, un sujet de comment on fait une carrière dans une boîte du style Salesforce, notamment où tu as été 10 ans. Et pour commencer, ce que je vais te proposer, c'est tout simplement de te présenter. Tout à fait, merci beaucoup. Alors déjà, je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Donc, je suis Alice Grasset et j'ai effectivement fait une grande partie de ma carrière chez Salesforce. Je suis rentrée dans cette entreprise en tant que stagiaire de fin d'études il y a donc maintenant 11 ans, dans l'équipe marketing basée à Dublin au début. Donc, j'ai passé 6 mois là-bas. Puis, j'ai rejoint l'équipe marketing développeur. Donc, c'était tout le marketing à l'attention de l'audience développeur pour essayer de les motiver à coder sur la plateforme Salesforce et de créer des applications. J'ai fait ça pendant 2 ans, basé à Londres. Et puis après ça, je suis rentrée à Paris pour prendre la direction de la région qu'on appelait Emerging Markets, donc Afrique, Moyen-Orient, Europe de l'Est, la direction marketing. J'aime bien dire ce mot pompeux, direction marketing, mais à l'époque, c'était juste moi à 23 ans avec pas de budget. Et je suis restée sur ce poste pendant donc 7 ans, si vous avez bien fait les calculs. 10 ans chez Salesforce, à 31 ans, tout le monde lève un peu les sourcils, effectivement, c'est pas commun dans le monde de la tech, mais ça a été ma carrière jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2024, je me suis mise à mon compte. Techniquement, je suis encore dans les effectifs Salesforce puisque je suis en congé création d'entreprise, on pourra en parler un peu plus. Et je me suis mise à mon compte en part-time CMO. Il y a plein de buzzwords autour de ça, mais en gros, je fais des missions de consulting et de freelance en marketing pour d'autres entreprises de la tech qui ont envie de connaître un peu les secrets d'une boîte comme Salesforce qui a été assez successful. Voilà. Trop cool. Et du coup, en gros, aujourd'hui, tu m'as dit 10 ans en cumulé, c'est ça ? Tout à fait. Commençons par les débuts, peut-être juste pour comprendre comment tu t'es retrouvé à Salesforce. Ouais, très bonne question. Donc, j'étais en école de commerce en région parisienne. Dans notre cursus, on était obligé de faire un stage à l'étranger. Donc, c'était pas facile. Quand tu n'as pas d'expérience, tu cherches un petit peu. Coup de bol, un ancien élève de l'IESEG, donc l'école de commerce où j'étais, travaillait chez Salesforce et il a posté une offre de stage sur l'intranet de l'IESEG. Alors, à l'époque, Salesforce, c'était 4000 employés, dont peut-être 500 en Europe. C'était tout petit, on ne connaissait pas très, très bien en 2013. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Je clique un peu, je vois que ça a l'air un peu dans la trajectoire des belles boîtes de la tech qui traitent bien leurs employés, où il y a un peu une ambiance internationale. Et puis, d'ailleurs, c'était à Dublin, donc banco, j'ai mon expérience internationale. Je postule et je passe les entretiens. Et puis, je suis prise sur ce rôle de marketing assistante pour le marché français Espagne-Italie à l'époque, donc c'était la région South, qui était basée à Dublin, puisque à l'époque, le bureau français, c'était un coin de bureaux partagés à, je sais pas, peut-être 15-20 personnes, et donc les fonctions centrales étaient basées à Dublin. Et voilà, ce qui est marrant quand on préparait cet épisode, c'est que la grosse expérience que tu as eue chez Salesforce, c'est les emerging markets. Alors, on va revenir
un petit peu sur ce que ça recouvre, parce que c'est très large géographiquement. Mais tu dis deux choses. C'est dit que tu arrives chez Salesforce il y a 10 ans. C'est pas l'immense mastodonte que c'est. Alors, c'est toujours étonnant de voir à quelle rapidité ces boîtes deviennent les standards du marché. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Salesforce a toujours existé. Et non seulement Salesforce n'a pas toujours existé dans sa forme actuelle, mais en plus, ces marchés-là étaient inexploités, inexplorés. Et ça a été finalement ton gros... non seulement ta grande expérience, mais ton immense chance, j'imagine. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Mais effectivement, je suis rentrée donc, sur ce rôle Emerging Markets en 2015. Personne ne connaissait Salesforce dans les marchés. Donc, effectivement, on a tendance à croire que Salesforce, c'est cette immense entité qui a toujours fait partie du paysage. Mais à l'époque, il y avait des vrais sujets de créer cette brand awareness, créer cette image de marque dans ces différents pays, aller trouver les premiers clients, etc. Et donc, de la même manière que 2 ans plus tôt, au final, on faisait un peu la même chose en France. Pour être honnête, le marché IMEA avait été au tout début de sa croissance. Et donc voilà, ça a été une croissance fulgurante dans tous ces marchés, un peu à des étapes différentes. Mais une fois que la France était lancée, je me retourne sur Emerging Markets et puis on commence à attaquer, on commence à faire des petites activations marketing à droite à gauche. On était vraiment le marché emerging comme une start-up dans Salesforce, c'est-à-dire qu'on avait 0 budget, 0 moyen. On nous disait, voilà, vous avez 90 pays, vous allez bien vous démerder pour trouver quelques clients qui vont rendre un peu de ROI sur la région. Et donc ça a commencé comme ça, et petit à petit, en fait, on a commencé avec un cumulé 30 millions d'ARR. Et au bout de 7 ans que j'ai passé sur ce rôle, on est monté à 750 millions d'ARR. Et donc, pour reprendre l'anecdote de on est la start-up dans la boîte, on disait souvent, là, on commençait un peu à être en train de IPO, quoi, si on était notre propre business. Et donc, il y avait beaucoup de fierté dans ce qu'on avait construit comme une équipe un peu d'aventuriers qui allait vendre ses produits dans des nouveaux marchés. Et juste pour comprendre, ton premier budget, le tout premier, c'était combien? Parce que j'ai l'impression que ça a vite progressé. Tu parles de 750 millions en termes de résultats, mais ce que j'ai compris, à 23 ans, tu démarrais avec rien. Est-ce que tu peux déjà nous dire un peu plus sur cette étape-là? Nada. Nada. Le budget de la première année, c'était 0. Je me rappelle, on avait des Amex, donc on avait quand même des budgets T&E qui étaient déjà pratiques parce que c'était bien de pouvoir se déplacer, aller rencontrer les prestataires, les clients, les partenaires, etc. Et en fait, il y avait un peu une zone de non-dit sur qu'est-ce qu'on peut vraiment expenser ou pas. Et donc, au début, ça a un petit peu commencé où on allait voir 3-4 partenaires dans un pays en particulier. Et on disait, bon, moi, je mets 5K sur mon Amex, toi, tu mets ça, toi, tu mets ça. On va booker ce ballroom dans un hôtel à Dubaï et on invite 200 clients et on voit ce qui se passe, quoi. Et donc, la première année, je faisais des expenses pas possibles. Donc, j'avais pas de budget, mais j'étais la personne qui dépensait probablement le plus dans toute l'organisation marketing en Europe. Et donc, on a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, en fait, on a vu que l'attraction prenait et qu'on récupérait des clients. Et donc, année après année, petit à petit, le budget augmente. Deuxième année, 120 000 euros. Pour moi, c'était genre le Graal, sachant qu'un pays comme la France ou l'Allemagne à côté, ils avaient des budgets de plus de 10 millions pour l'année pour un pays. Moi, j'avais mes 120 000 pour 90 pays et j'étais trop contente. Et puis, sur une durée de 7 ans, au final, chaque année, on rajoute un headcount, un contracteur, un stagiaire. Le stagiaire, il devient headcount. Et puis, les budgets petit à petit augmentent jusqu'à cette 7e année où il me semble qu'on a dépensé environ un peu plus de 10 millions d'euros sur cette région pour arriver à 750 millions d'ARR. Joli ROI, mais c'est pas mal. Et du coup, les mécaniques marketing, parce que quand on le voit d'un point de vue très start-up, on va dire, on fait du cold emailing, de l'outreach, inbound, outbound. C'est quoi alors comment est-ce que tu traduis ça en canaux, en activation, est-ce que c'est du field marketing, est-ce que c'est du networking? Parce que tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand tu es une boîte qui fait un soft et qui démarre, tu t'envoies des mails, tu passes des coups de fil, machin. Mais Salesforce, tu as déjà un asset, et puis tu as une Amex. Et j'imagine que les canaux ou ton marketing mix n'est pas identique à n'importe quelle boîte de SaaS. Fut-elle d'ailleurs même dans le CRM, si tu prends un Brevo machin qui s'est lancé, il y avait des canaux plus classiques
quand on vient du monde du SaaS. Toi, c'était quoi? Comment est-ce que tu présenterais donc tes canaux? Ouais. Alors, donc effectivement, déjà, on avait la chance d'avoir un asset qui est une marque quand même assez solide, intéressante, où il y a plein de choses à raconter. Paradoxalement, c'est vrai que beaucoup de startups, quand on commence à faire du marketing, on va avoir tendance à faire du marketing digital, des campagnes, être un peu scrappy comme ça. Nous, c'est peut-être la culture Salesforce qui veut ça. Il y a souvent une joke en interne, c'est que Salesforce, c'est une entreprise événementielle qui vend du software à côté, quoi. Donc, il y a vraiment une grosse culture événementielle, une grosse culture de communauté, de rassembler les clients, les partenaires, les prospects tous ensemble dans cette émulation joyeuse d'une journée événementielle. Et donc, les toutes premières activités marketing, c'était avec mon Amex, aller faire des petits événements où je rassemblais quelques partenaires, où je disais que voilà, vous êtes sponsor de l'événement, youpi, vous aurez le droit d'avoir la liste des leads. Et puis, on avait quand même quelques commerciaux qui avaient un petit réseau, et puis les partenaires. Et puis en plus, Salesforce, c'est quand même un écosystème qui s'appuie. Donc il y a des partenaires d'implémentation qui sont purement Salesforce, mais on a aussi des PwC, des Deloitte, des Accenture qui sont partenaires d'implémentation et qui, eux, ont activé massivement leur réseau dans ces différents pays quand on a commencé. Donc c'était presque un mix de partenaires marketing et d'événementiel au tout début, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, clairement. Ce que tu disais, est-ce que c'est du field marketing? C'est clairement du field marketing. C'était le nom de mon rôle, hein, c'était Field Marketing Manager Emerging Markets. Et voilà. Et puis petit à petit, on a commencé à montrer que ça commençait à grandir, qu'il y avait de la demande des clients. Et j'ai réussi à négocier les premiers budgets et les premières ressources pour activer des campagnes digitales. Et donc là, vraiment... c'était incroyable parce que les équipes digitales, ils galéraient à trouver du lead à 500 € par lead sur la France, le UK, Germany et tout. Et moi, j'arrive et je leur donne ma liste de pays en Afrique et au Middle East. Et là, on commence à sortir des leads à genre 5 $, 6 $ et tout. Oui. Et des leads, genre des C-level qui ont un budget, qui sont prêts à acheter. Et donc, ça commence un peu à faire du bruit de dire, dis donc, Dubaï, Israël, Afrique du Sud... Puis en parallèle, on avait commencé à faire des recherches de TAM, de Total Addressable Markets, avec Gartner, Forrester, etc. Okay. Donc on faisait appel à des third parties qui avaient mis un peu des chiffres de total TAM dans chaque pays. Et en fait, petit à petit, les gens se rendent compte que c'est pas le tiers-monde, les UAE, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, Israël. Il y a en fait un budget similaire à des gros pays en Europe. Et donc... on avance comme ça, on commence le digital, et puis après, on ouvre d'autres canaux, on fait de l'ABM, on fait de plus en plus de partenaires marketing, on fait de l'industry marketing, on commence à créer du contenu local, on fait du customer marketing. Et donc, à travers, en fait, ce que tu as fait, ils découvrent qu'il y a un puits de pétrole, si je comprends bien, et du coup, tu te retrouves... C'est vraiment quand tu parles de cette question-là. En plus, et donc ils te propulsent, j'imagine, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi de comprendre les transitions, ces petits moments où, effectivement, je pense que tu as eu de la chance, aussi à un moment donné, ton travail a payé, et on t'a confié plus de choses. Est-ce que ça s'est compliqué? Parce qu'on peut parler des choses qui tournent mal aussi, mais est-ce que c'était facile ces transitions-là de monter étage par étape ou finalement c'était très simple, très facile? Non, c'est sûr que c'est compliqué. En fait, la région, on me l'a donnée à 23 ans, tout le monde s'en foutait. Et après, petit à petit, ils se disent « Ah tiens, ça marche bien, il y a des trucs à faire ». Donc il y a quand même des gens un peu plus seniors qui, à des moments, ont voulu se positionner un petit peu... sur ce rôle et que je devienne leur IC. Donc j'ai dû un peu me bagarrer là-dessus. Alors, je ne prendrai pas le crédit sur le fait que j'ai fait exploser la région. On était toute une équipe. Et en plus de ça, on a quand même un produit béton à vendre et une belle marque. Donc le gros du travail était bien prémâché.
Mais après, ouais, j'ai un peu défendu mon bout de viande pendant longtemps parce que ça a une croissance énorme. Et quand on est une jeune femme dans la tech et qu'on défend une région de cette taille et une opportunité de cette importance, ouais, il faut quand même avoir des épaules, il faut quand même venir se bagarrer un petit peu. Et donc, il y a eu le facteur chance j'étais au bon moment, au bon endroit au début. Mais après, il y a eu le facteur persévérance et se bagarrer tout du long et prouver que je méritais d'être là. Et donc, c'était du challenge au quotidien, mais aussi beaucoup de gratification, dans le sens où j'ai eu très vite beaucoup de promotions parce que j'ai continué à montrer que j'avais les épaules pour le faire, à show up dans tous les gros meetings où il fallait aller défendre la région, expliquer les plans, etc. Et puis c'est marrant, c'est un peu l'œuf et la poule, c'est que pour négocier mes promotions, je disais, en fait, je suis en charge d'une région qui est plus grosse que l'Espagne ou l'Italie, et puis celui qui fait le même boulot que moi en Espagne ou en Italie, il est directeur, moi je suis manager, on y va, quoi. Et donc petit à petit, j'ai réussi à monter les échelons assez vite et jusqu'à finir une des plus jeunes femmes directeurs chez Salesforce. Donc ça, c'était sympa. Et moi, j'ai une question qui est liée justement à ta région. Je pense que c'est amusant d'avoir 90 pays, comme tu dis. Est-ce que ce que tu valides... Il y a toujours deux questions dans ma question. Parce que ce que je pense, ce que tu dis, c'est que tu y es resté longtemps parce qu'aucune année ne se ressemblait. Je pense que c'est comme ce qui motive. Puisqu'on se dit, on n'a pas l'image de carrière un peu longue dans des boîtes dans l'époque dans laquelle on est. Je ne vais pas dire à l'âge qu'on a parce que je suis plus vieux que vous. Mais ça, je pense que c'est ce qui retraduit. Est-ce que aussi, tu as, dans le marketing, trouvé des différences selon les pays? Est-ce que tu as des learnings sur le fait de dire j'avais 90 pays dans mon scope et forcément est-ce que Dubaï et l'Afrique du Sud c'est les mêmes mécanismes? J'imagine qu'il y a ce fondement de field marketing, d'événements, et que c'est une mécanique qui marche toujours parce que tu vas voir les gens, et on va peu à peu aller à mon avis vers le côté love brand qui est un de nos gros keywords, mais il y avait des grosses différences selon les pays? Oui, alors déjà, 90 pays, c'était la région officielle. Ouais. C'est vrai qu'on se concentrait sur certains pays en particulier. Ouais. On n'a pas fait beaucoup de business en Syrie, au Tchad, voilà. Mais donc sur les pays sur lesquels on se concentrait en particulier, c'était Afrique du Sud, UAE, Arabie Saoudite, Israël, Pologne, Turquie, République tchèque, plus ou moins. Déjà, ce qui était intéressant avec ces pays, c'est qu'il fallait quand même un petit peu aussi aller se bagarrer avec HQ pour leur expliquer que ce n'était pas le tiers-monde, que voilà, il faut quand même se battre contre beaucoup de préjugés américains sur tout ce qui n'est pas les USA. Donc voilà comment ça s'est fait. Après, la deuxième partie de ta question sur les différences entre les pays, eh bien oui, il y en a beaucoup. Déjà, il y a des différences de langue qui sont un peu la base du field marketing, c'est de localiser. Il y a des différences culturelles dans la façon dont on travaille. Par exemple, je pense qu'à Dubaï, ce qui a beaucoup marché en la faveur de Salesforce, c'est qu'il y a un intérêt à avoir le meilleur de ce qu'il y a dans le marché sans vraiment pousser plus sur le ROI, etc. À Dubaï, il y a des gros budgets, il y a des grosses ambitions, et donc on dit il nous faut le meilleur sur tout ce qu'on utilise. Est-ce que c'est ce qu'on disait sur personne ne vous en voudra d'avoir choisi SAP, ce genre de réflexe un peu, qui est de dire les gens qui au procurement qui achètent disent c'est Salesforce. Mais ce qui est marrant, c'est que c'était peut-être peu connu quand tu es arrivé, mais il y a quand même cette image et ils disent ça va en ta faveur. Dans ce pays-là. Bien sûr, d'avoir cette image de, en fait, c'est à l'image du meilleur CRM. On a besoin d'un CRM, on va prendre le meilleur CRM. Et donc ça, c'est un peu comme ça à Dubaï. Après, j'ai pas envie de rentrer dans des clichés de culture locale, mais il y a d'autres pays où le focus est beaucoup plus sur le ROI, combien je vais récupérer par rapport à l'investissement que je vais faire. Et donc là, la discussion est beaucoup plus basée sur des cas clients similaires et comment ils ont réussi à augmenter leur cas client, augmenter leur satisfaction client ou closer plus et plus vite, etc. Versus Dubaï, c'est regarde comme on a les meilleures features partout. Il y a aussi beaucoup de différences d'industrie. Donc certains pays sont beaucoup plus sur les services, d'autres, il y a beaucoup de manufacturing. Donc comment on adapte
nos messages marketing à ces différentes industries, c'est hyper important. On ne parle pas de la même manière à un directeur de banque qu'à un mec qui fait des radiateurs dans une entreprise en Pologne. Donc fondamentalement, tu as fini par avoir une matrix qui croise industrie et pays quelque part. Je ne sais pas si c'est un truc où tu avais une Bible, mais effectivement, parce que ce que j'entends là, c'est le côté on ne parle pas au même profil, donc on n'a pas les mêmes messages. Pour autant, on vend le même produit, donc tu dois avoir, j'imagine, te dire le Pologne / industrie, c'est tel message, telle séquence, ou Dubaï, c'est plutôt regarde, le champion du monde. Enfin, non, mais j'imagine qu'opérationnellement dans ton boulot, c'est-à-dire que tu dois piloter des campagnes qui ont des messages, voire des canaux assez différents, quoi. Tout à fait, ouais. On avait des matrices des industries les plus importantes où on voyait le plus gros TAM, les clients existants déjà, et on se concentrait sur ces industries dans la partie industrie marketing. Après, il y avait toujours de l'effort en brand un peu plus générique, un peu plus général. Et encore c'est donc trois matrices parce qu'il y a le pays, l'industrie et puis le persona. Parce que Salesforce vend 70 produits différents, regroupés en 10 grandes catégories. Grosse galère. Voilà, et donc on a et en fait, tu commences à créer des landing pages pour chaque use case et puis avoir des messages légèrement différents pour chaque use case et pour chaque pays, etc. Ça se passait bien avec le siège américain? Ça se passe bien quand on fait nos chiffres, ce qui a été régulièrement le cas sur Emerging. Après, il y a eu, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de préjugés, beaucoup de choses sur lesquelles il a fallu se bagarrer. Je pense que toute l'Europe et tout ce qui n'est pas les États-Unis, de toute façon, dans des boîtes comme ça, ont les mêmes problèmes. Mais nous, il y a quand même eu de l'ignorance, surtout quand on parle du Middle East. J'ai pas envie de rentrer dans des débats politiques ou quoi que ce soit, mais il y a des clichés de l'ignorance côté États-Unis. Et donc, il y a déjà eu des messages pas contents en interne d'un CEO qui dit What the fuck are we doing in Dubai, quoi. Donc voilà, et puis petit à petit on revient, on dit en fait c'était un événement, effectivement il y avait 1000 personnes, mais il a coûté que 20 000 euros à Salesforce, et tout le reste c'est les partenaires qui ont payé, et by the way derrière l'event on a closé 10 millions en business. Donc, c'est parce que poser cette question parce que souvent dans tous les gens, quand on voit un peu dans les métiers du marketing qui ont comme maison mère ou le siège principal aux États-Unis, des complexités un peu culturelles déjà d'un point de vue des fois je prends un exemple simple, je fais un spot vidéo pour tout Salesforce ou toute la boîte, c'est très compliqué de transformer un truc des fois très américain, très yes we are the best à j'imagine, non, mais les Européens, ils sont un peu même être un différents. peu cringe parfois. C'est ça. Et donc, je me dis, comment tu es arrivé à gérer ça? Parce que toi, à la limite, c'est même pas que l'Europe, c'était l'Afrique, Middle East. Tu as dit Pologne, c'est une autre petite partie de l'Europe. Ouais. C'était galère, c'était comment? C'est un peu galère. En fait, effectivement, les gros morceaux de contenu qui sont censés être réutilisés, qui sont un peu les flagship vidéos avec Matthew McConaughey qui va dire Salesforce va changer le monde, etc. Ouais. Ça passe pas super bien en Europe. C'est un peu... ça peut être un peu cringe parfois. Ouais. Pardon, j'espère que le CMO m'écoute pas. Je parle pas français. Mais c'est des très belles vidéos, c'est des productions incroyables. D'ailleurs, on avait fait le calcul, c'est des vidéos qui coûtent plus cher à la minute qu'un épisode de Game of Thrones. Voilà. Ah ouais. C'est ce genre de budget qu'ils mettent dans des vidaux de 3 minutes. Ça, c'est pour Ryan, il va nous... Il y a du business à aller chercher. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que Salesforce aux États-Unis a beaucoup basé sa brand sur des sujets d'equality, des sujets presque d'engagement politique. Et en fait, on s'éloigne... Voilà, on s'éloigne beaucoup du software déjà, parce que nous, les Européens, quand même, on achète un produit, on veut voir le produit. Ouais. Donc, quand la première vidéo YouTube, c'est une vidéo un peu ésotérique de gens qui font du volunteering, qui sont à la Gay Pride, etc. Et ben ça, où est le produit, quoi. Et on a eu un cas assez intéressant justement où on organisait un événement en Arabie Saoudite qui est quand même un pays où l'homosexualité est encore illégale.
Ça évolue énormément dans ce pays d'ailleurs ces dernières années, mais l'événement en l'occurrence avait lieu en 2018. Et notre vidéo de opening, à ce moment-là, c'était l'année où Marc Benioff avait protesté contre les lois en Louisiana et en Géorgie qui mettaient à porte-à-faux, anti-gay, anti-trans, etc. Et donc il avait vraiment pris un strong stance contre ça. Et donc dans la vidéo, il y avait un petit moment où on voyait Marc Benioff dire je sais plus quoi, et puis une petite image de deux hommes qui se prennent la main. Et en fait, on est et là on est en Arabie Saoudite où on crée cet événement où clairement dans l'event même, on n'avait même pas le droit d'avoir les femmes et les hommes au même endroit. Il fallait qu'il y ait un rideau entre les deux, etc. À se dire, est-ce que on maintient notre image de marque et ce pourquoi on se bat et ce en quoi on croit, au risque de peut-être choquer localement et finalement on l'a pas fait. J'ai pas, personnellement je trouve que ça valait pas le coup, le bad buzz, voilà. C'est trop, donc j'entends que c'est des valeurs très importantes et qu'il y a beaucoup de choses à faire en Arabie Saoudite, mais c'est pas le boulot de Salesforce de faire ça. Donc, c'est intéressant parce que tu vois, tu as démontré avec un use case simple ces dix complexités de quand on gère vraiment sur une région beaucoup plus large. Et au final, ce que je comprends, c'est qu'il faut redevenir local et faire un marketing qui va être plutôt compris par les gens sur place, quoi. Ouais. Ok, cool. Et on va parler de brand justement parce que tu vois, l'idée c'était, l'idée qu'on a toujours quand on parle de SaaS, de produits SaaS, c'est comment est-ce qu'on considère ça comme étant des marques? Parce que si tu regardes concrètement ce qu'est Salesforce, c'est un logiciel, tu mets un login, un mot de passe, tu arrives sur 250 milliards d'outils qui envoient des mails, qui envoient des fax, ce que tu veux. Et justement, là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement tu as vécu donc, le développement de l'emerging market, mais tu as aussi vécu sans doute le moment où Salesforce est devenu une marque, si ce n'est la marque qui personnifie le CRM. Et c'est quoi les triggers pour justement passer de mot de passe, login, mot de passe, j'envoie un mail, à l'identité propre de Salesforce, qui fait qu'aujourd'hui, c'est le standard, quoi. Ouais, c'est des années et des années de travail et beaucoup d'investissements aux États-Unis notamment. C'est intéressant parce que quand je suis arrivée chez Salesforce, il y avait encore cette marque un peu basique de c'est un SaaS, c'est bleu, il y avait des petites graphiques de couleurs, rien de très spécial. Et le produit marchait bien, les clients aimaient bien le produit, donc il y a quand même, quand un client aime bien le produit, déjà il y a un petit peu de brand love qui commence à se mettre en place. Mais c'était rien de sensationnel ou de différenciant. Et puis petit à petit, en fait, donc mon deuxième job avant Emerging Market, c'était sur l'équipe Salesforce Developer. Donc c'est vraiment presque du B2C dans le marketing, puisqu'on s'adressait à l'audience de développeurs pour les encourager à coder sur la plateforme Salesforce et créer des applications pour l'App Exchange, qui est un peu l'App Store de l'écosystème Salesforce. Et en fait, dans ce contexte, on s'est rendu compte que c'était quand même les connaissances de codage de Salesforce n'étaient pas super accessibles, et on a voulu créer une plateforme de learning à ce moment-là. Et en fait, une des boss de l'équipe marketing à l'époque, et qui était un peu fan de hike et de trail, nous a dit moi j'aime bien dans les parcs nationaux aux États-Unis, à l'entrée il y a ce grand panneau avec toutes les étapes pour arriver au bout, les key viewpoints, etc. Et donc on pourrait faire un truc comme ça, et ce panneau ça s'appelle le Trailhead. Donc la plateforme s'est appelée Trailhead, et on s'est dit vas-y, on va à fond sur le thème des parcs nationaux. Mais faut retenir que c'était vraiment une petite plateforme de learning sur un business qui représentait 1 ou 2% du revenu de Salesforce. Donc on était un peu dans un coin à faire notre truc. Et donc on met des montagnes et des sapins, et on crée des personnages. Mais c'était ce petit truc qu'on lance un peu sur le côté. C'était un kiff, quoi. C'était un peu un kiff d'une équipe marketing aux US. Moi à l'époque j'étais hyper junior, j'étais un peu plus dans l'exécution et tout. Mais on lance ce truc, ça cartonne. Des centaines de milliers de développeurs dans les premières semaines sont au taquet dessus. Puis on avait trop bien gamifié le truc, donc tu pouvais avoir des badges, tu mettais tes badges sur LinkedIn, c'était génial, quoi.
Et puis, tu avais des niveaux. Quand tu étais au top niveau, tu étais ranger du National Park. C'était incroyable. Et tu pouvais avoir un hoodie. Donc, ils avaient trop bien réfléchi le truc. Ça tourne un petit peu dans son coin pendant quelques mois. Et puis, Marc Benioff commence à découvre un peu le truc. Il s'est dit, mais c'est trop bien, j'adore. Et en fait, il s'est dit, on repeint du sol au plafond tout Salesforce en National Park. Okay. Et maintenant, c'est ça notre univers, c'est ça notre personnalité. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, la personnalité, le National Park, c'est en fait... donc après, il est venu avec le concept de Trailblazer, qui est un pionnier qui crée des nouvelles choses grâce à des plateformes technologiques, etc. Donc, c'est encore une fois le marketing à l'américaine qui est un peu dur à traduire en Europe. Mais cette marque a été créée un peu à ce moment-là. Et donc, au Dreamforce suivant, qui est la grande messe annuelle à San Francisco, Dreamforce, c'était un national park. Et donc, c'était Disneyland, quoi. On rentre dans l'événement et il y avait des arbres partout. Ils avaient mis des bruits d'animaux sauvages, les petites fontaines, les machins. Il y avait même des pulvérisateurs d'odeurs de sapins et de choses comme ça. Et tout est repensé pour être comme dans un parc national. C'est une expérience immersive incroyable. Tout le monde devient fan. Ils adorent l'expérience, surtout aux US. Et puis on arrive à un niveau où les gens se font tatouer les personnages Salesforce. Il y a des gens qui se bagarrent pour récupérer les goodies, les peluches de nos petits personnages et tout. Ça prend des dimensions incroyables et ça crée ce brand love dont tu parlais auprès de la communauté. C'était un moment, J'ai l'impression que ce que tu décris, c'est qu'au final, c'était par accident. Ça n'a pas été prémédité, ce côté brand love. Au final, c'est juste que par contre, je pense que vous avez vu... à un moment où vous avez capté, en tout cas Marc Benioff a capté l'opportunité, il vous a incentivé dans ce sens, c'est ça? Il y a eu un côté un peu, effectivement, sérendipitaire de tiens, ça a pris ce truc complètement aléatoire qui n'a aucun rapport avec le software. Bizarrement, on peut trouver un moyen de relier le narratif aux parcs nationaux, on va le faire. Après, je pense que les produits Salesforce étaient quand même vraiment appréciés des utilisateurs. À l'époque, c'était un truc vraiment révolutionnaire. Et donc, s'il n'y avait pas eu déjà un bon produit, un bon market fit, tu peux avoir la meilleure brand du monde quand même. Il faut quand même que ton produit marche bien et qu'il plaise à tes utilisateurs. Donc, on avait cette base solide qui a permis de jouer un peu avec la brand après. Et juste pour rebondir sur ça, j'ai l'impression que pour arriver à ça, ça veut dire que dans l'état d'esprit en interne, vous aviez quand même des phases d'expérimentation, où vous laissiez aller sur des side projects parce que ça, au final, ce que tu nous as décrit, c'était pas nécessairement un big thing. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait d'autres chantiers qui étaient un peu pareils, qui des fois prenaient? Et c'est peut-être juste pour comprendre le mindset en interne. Oui, je dirais qu'il y avait quand même une culture. Il y a une culture de prendre des risques, d'essayer des nouvelles choses. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure entreprise tech que Salesforce pour faire du marketing, clairement, parce qu'on a des ressources quand même incroyables, énormément de budget et cet univers incroyable dans lequel on peut jouer. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas tenu très longtemps, mais qui ont été essayées. Mais il y avait vraiment cette culture, effectivement, d'encourager, de tester des choses et de... Ouais. Donc c'est quelque chose que tu as été, qui est institutionnalisé dans cette boîte ou dans ces grosses boîtes, parce que moi j'avais une question juste après et je pense que ça s'est lié, c'est quoi tes leçons, tes conseils pour survivre dans un gros corporate? Et je pense que le fait d'avoir quand même une certaine indépendance tout en devant suivre des process, puis en plus, boîte américaine, on connaît, c'est des process, tu ne sors pas du process, et en même temps, on t'incite à être imaginatif, fais ce que tu veux, mais d'un autre côté, c'est quand même super carré, super bordé. Donc, c'est un équilibre à avoir pour pouvoir vivre 7 ans dans ces boîtes-là, même si on n'enlèvera pas l'expérience incroyable qui a dû être l'ouverture des emerging markets. Mais tu vois, cette espèce de dichotomie entre le process, la grosse boîte, et puis ce que soulignait Nafal, c'est le fait de lancer ces initiatives et puis d'y croire et voilà, d'être un peu tiraillé peut-être entre les deux. Bien sûr. Alors, au fin de compte, il faut faire son chiffre. Il n'y a pas de secret là-dessus. Si tu es une fonction commerciale ou une extension d'une fonction commerciale, puisque le marketing, on est quand même là pour que les commerciaux... générer du lead. Voilà. Donc,
tant que ça c'est fait, c'est clair qu'on peut y aller sur l'expérimentation, etc. Mais il y a quand même un côté corporate qu'il faut suivre des gros process. D'ailleurs aussi, dans les 10 ans que j'ai passé chez Salesforce, j'ai aussi vu quand même la bureaucratie, les tentacules de la bureaucratie s'installer dans tous les process petit à petit. Voilà, ça passe d'une boîte de 4 000 personnes à 80 000 personnes. Il y a des process qui doivent se mettre en place. Donc effectivement, il fallait s'aligner un petit peu et être sûr qu'on on fait notre chiffre et on arrive là-bas. Mais en même temps, on ne fait pas toujours de notre chiffre si on ne prend pas des risques, quoi. Donc ouais, il fallait naviguer un peu ça. Mais voilà. Et juste pour comprendre, ok, ça a l'air cool, mais est-ce qu'à un moment donné, on s'ennuie pas? Est-ce que c'est pas répétitif? Ou peut-être même la dynamique était... peut-être c'est le fait que tu as progressé en termes de poste qui a rendu les choses sympathiques et que tu as pu rester plus de 7 ans. 10 ans. 10 ans, pardon. Bah, oui, en plus, sur un job. Ouais, sur un job, et après, je rebondissais. Et donc, revenons à la question principale, c'est comment on ne s'ennuie pas 10 ans dans la même boîte. Ouais. Ça m'intrigue, et je pense que ça intrigue beaucoup de gens. Ouais. Alors déjà, je pense que c'est pas la même boîte. Comme j'ai dit, en 2013 et en 2023, Salesforce, c'est pas la même boîte, quoi. Donc les années ne se ressemblent pas. Moi, j'avoue que les 10 ans, je les ai pas vus passer. Quand j'ai reçu le message, c'est bientôt les 10 ans, tu vas recevoir un trophée et tout, et j'étais genre... Pardon. Ouais. Donc on les voit pas trop passer. C'est des années. Enfin, tant qu'il y a de la croissance et en fait chez Salesforce en plus il y a une croissance qui a tellement de variables. C'est une croissance par des produits, des acquisitions. C'est une croissance par la taille du marché, par le revenu. C'est une croissance par les ressources qu'on a. Et donc par tous ces aspects. Et évidemment d'un point de vue purement personnel et égoïste, la croissance personnelle d'avoir des promotions, etc. Tout ça fait que, au bout de 10 ans, on ne s'ennuie pas. Après, j'ai fini par décider de prendre un petit break, donc ça veut dire que je cherchais quand même un peu autre chose, un peu d'autres learning, mais on y reviendra. On y vient parce que le break, tu m'as dit au tout début que c'est un congé un peu spécial. Moi, je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce style de break? Est-ce que c'est toutes les boîtes le font ou bien c'est juste Salesforce? C'est un des secrets les mieux gardés de la loi française. Il faut connaître le congé création d'entreprise. D'accord. Donc, c'est la loi française, c'est le droit des employés français de demander un congé qui peut durer 1 an renouvelable une fois, donc jusqu'à 2 ans, à condition que l'entreprise ait, je crois, 300 employés en France et que tu aies 2 ans minimum d'ancienneté dans l'entreprise. À partir de là, tu as le droit de faire cette demande si elle est motivée par un projet que tu portes, qui paraît viable, etc. Donc, il faut quand même montrer un projet. L'entreprise n'a pas le droit de dire non. C'est ça qui m'a surpris. C'est incroyable. Ouais. Donc, l'entreprise n'a pas le droit de dire non. Elle a le droit de dire OK dans 6 mois, si jamais elle peut justifier que c'est un peu compliqué d'un point de vue business en ce moment. Donc je pense que c'est un secret bien gardé parce que les RH ne doivent pas trop aimer que ça existe, ce process. Voilà, ça va être en punchline Ouais. sur les réseaux sociaux, on va créer des gros problèmes. Mais... On va se faire adorer par les RH. mais c'est un super process en fait. Et en gros, du coup, le concept, c'est que tu pars pendant 1 an ou 2 ans, tu n'es plus payé. Donc, c'est pas comme si tu partais avec le chômage. C'est un truc à gérer quand même. Mais l'avantage, c'est que si au bout de 1 an ou 2 ans, ça t'a pas plu, ça n'a pas marché, l'entreprise est obligée de te reprendre à un poste équivalent. Donc, de la même manière que quand tu reviendrais d'un congé maternité ou quelque chose comme ça. Et c'est super. Je suis très contente. Et donc ça, c'est une décision que tu as prise en te disant, 10 ans et 7 ans d'emerging market, effectivement, tu prends un risque qui est limité, mais ta motivation à partir de maintenant, en disant, parce que si je vois ton parcours, je me dis, ok, je peux aider une boîte sur les emerging markets, et je pense qu'il y a pas mal de boîtes dans notre écosystème French Tech qui vont commencer à se poser la question, qui peuvent se poser la question. Tu peux te dire, je vais développer du trade marketing, enfin, tu as pas mal de cordes à ton arc. Quelle est celle qui t'a suffisamment fait vibrer, en dehors peut-être d'une recherche d'indépendance motivée par ailleurs, mais l'expertise que tu as développée, dont tu dis, c'est ça dont les boîtes ont besoin. Et moi, je trouve que le fait d'avoir une expérience très interculturelle
et apporte de la fraîcheur à des boîtes qui restent franco-françaises, quelle que soit leur volonté de communiquer sur leur capacité d'internationalisation. Mais tu vois, c'est quoi le sujet dont tu te dis, moi demain, je veux être expert parce qu'il faut se différencier, je veux vraiment apporter ce truc-là que j'ai appris chez Salesforce. Alors déjà, la motivation... Tu as droit à plusieurs réponses, tu auras plusieurs éléments. La motivation à me lancer dans ce congé création d'entreprise, c'était quand même un peu envie d'apprendre et de me challenger. Les années ne se ressemblent pas, mais là, 7 ans d'emerging, je commençais à bien connaître tous les sujets. Ça déroulait, mon équipe était super capée. Donc voilà, au lieu de choisir le confort, je me suis dit, tiens, je vais aller me challenger un petit peu en dehors de cette boîte et apprendre de plus petites startups. Je pense que j'avais aussi un peu la volonté d'apporter donc ces connaissances d'une boîte en croissance très rapide et qui s'est vite établie comme une grosse corporation dans des plus petites boîtes. Donc ces process qui marchent bien, etc. C'est quelque chose qui est vachement demandé dans les plus petites boîtes. Je pense qu'une autre compétence que j'amène dans mes nouveaux rôles à mon compte maintenant, c'est ma capacité à parler aux sales parce que cette expérience emerging, je l'ai dit, c'était comme une start-up à l'intérieur de Salesforce. Et le head of sales et moi, on était sur WhatsApp tout le temps. On était meilleurs potes, quoi. Donc, on était alignés et on se challengeait les uns les autres, mais on était un front, quoi. Et en fait, je vois beaucoup en parlant à d'autres marketeurs qu'il y a énormément de conflits entre les sales et les marketing, qu'ils n'arrivent pas à se parler, qu'ils n'arrivent pas à faire ce lien, ce trust. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai bien réussi chez Salesforce parce que j'ai eu la chance d'avoir un head of sales formidable. Mais qui est très compliqué pour beaucoup de marketeurs. Donc aujourd'hui, là, dans ma première mission chez Aircall, c'est un gros sujet sur lequel je travaille beaucoup. Donc voilà, est-ce que ça répond à ta question ? Donc une de tes grandes forces aujourd'hui, c'est ta capacité à bien communiquer avec des sales, parce que j'imagine par nature, Salesforce est une entreprise très orientée sales. Tout à fait. Donc c'est un peu ton unfair advantage aujourd'hui que tu mets en avant. Je pense, ouais, il y a ce côté, être bonne en communication avec les sales et plus que de la communication, pour moi, c'est du partnership, c'est établir cette relation de confiance. Après, c'est une bonne ou mauvaise chose, mais je suis un peu généraliste en marketing. Donc, dans cette croissance d'emerging markets, j'ai un petit peu touché à tout. Donc, j'ai commencé tous les nouveaux canaux moi-même. Et puis après, quand c'était assez gros, je recrutais quelqu'un qui le faisait à ma place, qui était bien meilleur. Mais en fait, du coup, le fait d'avoir un peu touché à tout me donne assez de connaissances pour pas me faire berner par d'autres gens déjà. Et cet aspect généraliste est hyper appréciable en start-up aussi, puisque... on ne peut pas se permettre d'avoir 1 million d'experts dans chaque sujet et être cette personne qui a à la fois assez de connaissances sur tous les aspects du marketing et à la fois l'habitude de parler à des stakeholders qui ne connaissent pas vraiment le marketing et donc d'avoir cette capacité à traduire tous les grands sujets. Pour l'instant, ça fonctionne bien dans mon nouveau Ici, on est amené à un peu condenser et résumer aujourd'hui pour quelqu'un qui veut faire une carrière comme toi. 10 ans dans une boîte un peu comme Salesforce, une sorte de HubSpot ou autre. C'est quoi les tips, les erreurs que tu donnerais à cette personne pour éviter, en tout cas pour faire une belle carrière comme ce que tu as fait et tout simplement de pouvoir vivre pleinement ces étapes-là, ne pas s'ennuyer puisque tu m'as dit que c'est passé très vite. Je pense que pour d'autres c'est peut-être différent, donc peut-être que tu as craqué des choses qui sont intéressantes. Moi, ça m'intéressait vachement d'essayer de récupérer un mini playbook, selon toi, sur ces 10 ans, qui font qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se dire, en fait, c'est rare aujourd'hui, on le sait, mais que, en fait, je peux rester longtemps dans une boîte et monter les échelons et me développer pleinement. C'est rare, mais ça se fait effectivement. Donc, les entreprises qui ont de la croissance vont avoir des opportunités de croissance pour leurs employés. Donc, déjà, quand même, une bonne idée, c'est de choisir une boîte qui va bien et qui va croître. Puisque s'il faut attendre dans une boîte un peu flat que ton boss part à la retraite, ça peut durer un peu longtemps. Mais après, je pense que...
avec de la persévérance et du bon travail, on est quand même assez vite reconnu, identifié. Et rester dans une boîte longtemps, c'est aussi un avantage énorme par rapport à des employés qui arrivent de l'extérieur. C'est qu'on connaît tout, on connaît l'historique, etc. Après, il y a quand même un petit facteur chance. Je ne l'enlèverai jamais. J'ai eu la chance d'atterrir sur ce marché emerging qui a eu une croissance formidable. Il y a un facteur réseau. Et moi, ce que je dis beaucoup aux juniors dans les équipes marketing, c'est que quand tu es au marketing, tu as un pouvoir de dingue. Tu peux aller rendre tous les execs de ta boîte des stars. Tu peux écrire des blogs sur eux, tu peux utiliser ton budget marketing pour leur faire un photoshoot de stars, tu peux les mettre on stage sur un event. Okay. Et en fait, tu as ce pouvoir qui te permet de créer des relations. Et à l'intérieur. Ouais. Et utilise-le, en fait. C'est toi qui écris les articles du blog. Fais-les signer par le CEO IMEA. Ouais. Et moi, ma réalisation, elle est venue sur un des premiers événements que j'avais géré. C'était à Tel Aviv, je me souviens, en 2016. Et j'avais le CEO de Salesforce IMEA. À l'époque, un mec hyper capé qui avait 5000 personnes sous lui. Donc, quand même un gros poste. On lui écrit, on fait cet event à Tel Aviv, il y aura 2000 personnes, on a besoin de quelqu'un qui vient faire le corporate pitch, expliquer Salesforce, etc. Il accepte. Et puis mon boss, qui me donnait beaucoup trop de confiance, je pense, me dit, tiens, tu gères cet event, tu fais le rehearsal avec lui, c'est toi qui as créé les slides de toute façon, donc voilà, tu gères quoi. Et donc je me retrouve la veille au soir de cet event avec ce mec, une équipe de 10 personnes d'audiovisuel qui étaient au doigt et à l'œil de ce que je leur disais c'était quoi à l'époque, 23, 24 ans, et cette énorme salle avec 2000 chaises, un énorme stage, les grands écrans, etc. Je savais comment tout marchait, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Et je me retrouve à briefer ce mec en fait. Et il va on stage, il fait son pitch une première fois. Et après, il vient me voir et il tremble un petit peu. Il est là, alors, comment c'était et tout. Qu'est-ce que t'en penses? T'as du feedback? Et je me dis, you tell me. Genre, c'est toi qui dois savoir normalement. Et en fait, je me rends compte que je tiens dans la main un mec en position de vulnérabilité un peu, qui a besoin d'affirmation et de validation de quelqu'un d'autre. Ouais. Et je rentre dans la brèche. Et là, je lui dis, c'est quoi? Peut-être que c'est moi qui avais écrit tous les talk tracks et tout. Donc, je savais un petit peu de quoi je parlais. Mais peut-être insiste un peu plus là-dessus, sur ce point-là, etc. Là, on est en Israël, tu peux peut-être mentionner ce client local plutôt qu'utiliser les slides américaines et tout. Ok, trop bien et tout. On le refait 2-3 fois. Et puis, je lui dis, écoute, franchement, t'as été top et demain, mon travail, c'est de te faire shine on stage, quoi. Donc voilà, tu peux compter sur moi, ça va bien se passer et tout. Et en fait, je me retrouve presque comme son impresario d'événements. Et il me voue une confiance aveugle. Le soir, il m'écrit où est-ce que je vais faire ci, t'as un resto, machin, on va prendre un verre ensemble avec le reste de l'équipe et tout. Et puis le lendemain, il fait l'événement, ça se passe trop bien. Gros hug en sortie de stage. Et puis quelques mois plus tard, je négocie ma promotion et je dis, tiens, Chris, tu veux bien mettre un petit mot sur mon performance review? Et puis, en fait, il a eu un super feeling avec moi et j'étais une petite individual contributor à l'époque. Et ça, je l'ai fait. Et après, j'ai dit, tiens, il y a un truc à faire et je l'ai refait à tous les événements. Là, il y a un sujet entre nous, c'est l'art du network à l'intérieur d'une entreprise. Je pense que c'est un point hyper important parce que ce que tu décris, c'est vraiment la capacité, on en parlait déjà un peu tout à l'heure, c'est la capacité à te plier aux règles et en même temps arriver à apporter ton truc et ne pas croire que c'est impossible sous prétexte que c'est la grande entreprise, que c'est ton N+, je ne sais pas combien. Bien sûr. Et parce qu'on reste des êtres humains, mais c'est quelque chose qu'on a un peu du mal. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui fait que le corporate fait un peu peur. C'est le côté anonyme, le côté loin du business parfois. Et tu prouves qu'au contraire, non, parce que tu étais avec ce type et ça a dû se reproduire de plein de manières, de différentes façons tout au long de cette expérience. Et en fait, c'est un message plein d'espoir. C'est beau. Ouais. Non, mais au final, c'est que des êtres humains. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. On s'en rend compte, toi, tu le découvres, mais souvent, alors, toi, l'accidentel et le serendipity fait que tu t'en rends compte parce que quand toi, moi, j'ai été dans une boîte qui était grosse à l'époque, qui était eBay. C'est vrai que quand tu avais les execs américains qui venaient, ils venaient dans un petit bureau avec 50 personnes, qui n'est pas très différent de celui dans lequel on est aujourd'hui. Alors que quand tu allais à San José, tu avais 3 campus. Et tu voyais passer la personne, c'était Jésus, sur l'eau comme ça. Alors que là, quand elle est en face de toi, tu peux lui dire, tu
ils sont abordables. Et en fait, c'est des petits moments de reveal où tu te dis, pourquoi pas? Parce qu'ils sont tellement... C'est un peu le défaut du corporate, c'est que les C-level, les C-suite, les EVP, les SCVP, machin, sont hyper starifiés en interne, mais en réalité assez Enfin, pas tous. Pas toujours. Pas tous. Mais leur point commun, c'est qu'ils aiment bien que leur ego soit brossé dans le bon sens. C'est commun à tous les mortels. Voilà, exactement. Et du coup, c'est là que en tant que marketeur, tu peux avoir une petite carte à jouer. Et d'ailleurs, il y avait une personne aussi dans mon équipe qui était une formidable copywriter. Elle écrivait trop bien en anglais. Mais elle manquait un peu de visibilité, elle était un peu timide, etc. Et donc, à un moment, encore une fois, en utilisant la technique de l'événement, de faire venir un mec des US et tout, je les mets en contact et je propose à l'exec de dire ouais, c'est super tout ce que tu as raconté, il faudrait qu'on écrive quelques blogs, etc. Et tout. Et il me dit bah justement, j'aimerais bien un peu plus créer ma brand sur LinkedIn, sur le blog Salesforce. Et là, je dis je te présente Jess, la meilleure écrivaine que je connaisse. Et en fait, elle est devenue la ghostwriter de ce EVP, pareil. Et depuis, sa carrière, elle connaît tout le monde, elle explose. Donc, Tu vois, sur des hacks internes. Oui. C'est pas mal. Au moins, c'est une best practice là qu'on garde. Ouais, qui est un mélange de soft et de hard skills, mais qui peuvent se faire dans ces écosystèmes d'extérieur, on voit un peu justement monolithique ou pas forcément justement adaptable à ta propre envie. Je pense pour finir, on va peut-être parler un peu des tendances marketing. Quand tu as passé, parce que tu as de la perspective sur 10 ans d'expérience chez Salesforce, ta vision des grandes tendances du marketing B2B, SaaS, dans les années à venir, on va essayer d'éviter de parler d'IA. On peut parler d'IA. J'allais dire. Non, mais je peux parler d'IA. C'est pas une question orientée, mais qu'est-ce qui change, selon toi, particulièrement ces dernières années? Et je dis ça pour qu'on l'ait en tête et qu'on anticipe des tendances fortes à venir. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'IA, je viendrai à l'IA. On peut parler un petit peu de plus la partie people et la façon dont on accède aux ressources, où on voit de plus en plus de part-time CMO, fractional CMO, etc. Qui se mettent à leur compte. C'est mon cas aussi, donc je suis coupable dans cette tendance. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai été... la personne à qui je vends maintenant. Donc, je sais qu'il y a des moments, on a des gros projets, on a besoin de quelqu'un qui puisse venir in and out. Il y a des moments, on a des intérims, des gens qui partent, des congés mat, etc. Et on a besoin d'avoir des ressources assez flexibles. Et que, surtout dans les grosses boîtes, aller négocier un headcount où c'est genre la croix et la bannière, alors que quand tu es assis sur un budget de 10 millions, mettre quelques milliers d'euros de côté pour prendre quelqu'un en fonction des besoins, c'est hyper facile, ça prend 2 secondes. Et donc moi, j'ai beaucoup fait appel à des freelances et des agences pendant mes années chez Salesforce. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien me recruter, quoi. J'aimerais bien avoir une deuxième moi, me cloner. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être d'autres gens qui aimeraient bien faire ça avec moi autre part. Et ça matcherait ce que moi, j'avais envie de faire. Donc, il y a vraiment cette tendance de plus en plus de flexibiliser l'accès aux ressources marketing et notamment aux CMO. On voit quand même dans des... les salaires des CMO, c'est quand même très très haut dans les 6 chiffres assez vite. Certaines startups ne peuvent pas se permettre ça, mais ont besoin de cette expertise. Et parfois, ils n'ont peut-être pas besoin de 5 jours sur 5 un CMO, alors que la boîte, l'équipe marketing, c'est 3 juniors et que ça va pas si vite que ça. Voilà, donc c'est un concept qui commence à beaucoup prendre, qui a commencé aux États-Unis et maintenant qui arrive beaucoup en France. Moi, je trouve que c'est un petit peu pompeux de dire fractional CMO. Pour moi, je me présente plus comme une consultante marketing qui peut faire de l'intérim, c'est-à-dire des missions temporaire ou alors du part-time sur plus long terme où là c'est plus tu vas coacher une fois par semaine une équipe pour les faire évoluer, les faire avancer, driver un peu la stratégie mais avoir l'exécution vraiment dans l'équipe. Parce que chez Salesforce, tu as vu cette montée en puissance des besoins de consommer de la compétence freelance, de la compétence, j'imagine, hyper spécialisée. Tu as vu la progression de cette trend? Est-ce que, par exemple, moi je pose une question concrète aujourd'hui, peut-être avant où il y avait des agences, vous consommiez
des agences. Est-ce qu'aujourd'hui, le ratio est en train d'aller plus vers un meilleur mix au-delà de la partie effectivement C-level qui commence un petit peu à émerger et qu'on commence à voir un peu notamment sur le métier du CMO, mais concrètement sur le métier des freelance marketing, c'était comment et c'est quoi selon toi la trend? Est-ce que ça va continuer tout ça? En fait, je pense que ça a commencé début 2023 quand il y a eu un peu cette crise dans la tech et que Salesforce y est passé aussi, des réductions d'effectifs dans tous les sens. Et qui dit réduction d'effectifs dit généralement hiring freeze aussi. On ne va pas recruter directement après. Sauf qu'en attendant, on avait quand même encore des objectifs de 30% de croissance tous les ans. Donc on se retrouve avec moins d'effectifs, pas le droit de recruter. Et des targets qui continuent de monter. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai dans mon contrôle ? J'ai un budget, je vais aller trouver des freelances et puis j'étoffe mes équipes comme ça. » Et donc, la trend a commencé comme ça. Je pense que c'est parti pour durer parce qu'on a très vite reconnu que c'était quand même très pratique et qu'il y a des super talents sur le marché qui n'ont même pas envie d'être en CDI non plus. Donc, il y a aussi cet accès à des expertises de manière ponctuelle que tu peux peut-être pas te permettre en full-time ou dont tu n'as pas besoin en full-time aussi. Donc, je pense que cette trend, elle est amenée à continuer et peut-être même au-delà des métiers du marketing. On pourrait imaginer des part-time BDR, pourquoi pas quoi. On en parle souvent, je pense que les sales, tout le monde, les business operations. C'est la gig aussi. economy quoi. La gig economy pour les métiers plus C-level. Ça c'est sûr. Voilà, je pense que ça met du temps pour certaines fonctions, typiquement les sales, parce que si tu dis je prends pas le lead parce que là c'est pas ma journée où je bosse pour toi, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi une structure. Mais effectivement, ce qu'on résume souvent dans les discussions avec Nofal, c'est qu'il y a comme deux tendances très fortes. C'est la fractional economy qui monte de plus en plus, qui se diversifie, et même les sales, ça va finir par arriver, mais dans des modalités un peu différentes de marketing, parce que marketing, finance, admin, c'est très facile à outsourcer. Et l'IA, dans le sens... Pour moi, il y a l'IA, mais je dirais plutôt dans le sens de l'expertise très, très précise. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, on en parle, franchement... C'est comme beaucoup de la génération de textes automatique. Oui, mais lui, t'en as pas marre, toi, non? Moi, j'en ai. T'en as mangé dernièrement. J'en mange au petit-déj, mais ce que je sors de l'IA, de la manière dont moi je l'interprète, je ne sais pas si tu seras d'accord, c'est que c'est vraiment un métier qui va faire appel aux super spécialistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être généraliste de l'IA. Si, tu sais faire des prompts, super, on est promptologue, génial. Ouais. Mais en revanche, moi, l'IA, l'exemple que j'utilise par ailleurs, c'est les créateurs TikTok. C'est-à-dire qu'une boîte comme est-ce que Salesforce qui se met sur TikTok va embaucher un spécialiste TikTok? Non, tu n'as plus intérêt à aller prendre une ressource. Donc pour moi, l'IA, c'est pareil. C'est que comme ça va se mettre un peu partout, tu as besoin d'experts, approche matricielle de l'IA sur un certain segment. Mais un expert IA au global, moi, j'ai un peu du mal à voir à quoi ça sert. Et en revanche, tu as un canal comme TikTok, je sais parce que je suis il est dedans là, c'est pour ça. Ouais. Mais non, mais tu as un canal et donc tu te dis pas, je vais prendre sur mon payroll une boîte comme ma boîte, je vais pas prendre un mec qui va faire des vidéos TikTok toute la journée. Je vais prendre un spécialiste qui sait le faire et qui va me donner le know-how et je vais pouvoir scaler à partir de là. Et je pense que c'est globalement possible sur la plupart des métiers en dehors de vraiment tes canaux historiques. Par exemple, tu peux pas outsourcer ou fractionnaliser le trade marketing chez Salesforce. Ouais. Non, mais tu peux fractionnaliser une partie de la création de contenu, que ce soit de la vidéo, que ce soit de machin, parce que tu vas pas prendre quelqu'un à temps plein chez toi qui va se dire ça y est, lundi soir, ça y est, moi, c'est fini, moi. Non, ce que vous dites là, c'est qu'il y aura de l'hyper-spécialisation encore plus avec un peu d'IA. Ouais. Et pas nécessairement un mec IA qui machin. Donc c'est plus l'IA dans le sens outil, dans le sens peut-être des process. Et c'est ce que tu as vu aussi un peu, peut-être Salesforce, vu que tu es parti récemment. Ouais. Moi, ça m'intrigue. Ils font quoi Salesforce avec de l'IA en ce moment? Tout. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Salesforce s'est positionné sur l'IA en 2018, donc bien avant l'essor de ChatGPT, etc., sur plus ce qu'on appelait l'IA prédictive. Mais on avait quand même fait des features super cool sur nos différents produits. Par exemple, sur le CRM, on avait
des next actions qui ressortaient sur des clients. Tiens, ce client, on lui a pas parlé depuis quelque temps et il vient d'être promu, donc peut-être que c'est le bon moment pour lui vendre ça. Sur les cas de service après-vente, il y avait, en fonction de ce que disait le client, des tickets qui sortaient automatiquement. Donc il y avait plein de... Et puis surtout en marketing, dans le marketing cloud, c'est quand même ça. Je devrais parler de ça en premier, mais on avait des outils qui nous permettaient de créer par exemple un email ou un post LinkedIn ou des choses comme ça, et après on le balançait, et en fonction de chaque personne qu'on avait dans notre CRM et de leurs habitudes qu'on connaissait, l'email était envoyé à la bonne heure, au bon moment de la journée, de la semaine, etc., via le bon canal. Tiens, celui-là, il est plus sur LinkedIn que sur ses emails, celui-là, il consomme plus comme ça. Et donc, en fait, tu avais un message, mais il était distribué différemment en fonction de chaque personne. Donc, l'IA, on a commencé à travailler avec il y a quand même assez longtemps. Après, il y a eu effectivement l'explosion même de l'IA générative. Et là, pareil, très très vite, Salesforce a pris le tournant, et dans tous les use cases qu'on peut imaginer, ils ont plugué du Generative IA. Donc, si tu es dans ton CRM, tu as l'email de follow-up direct à ton client qui est déjà écrit. Si tu as des landing pages marketing qui étaient créés instantanément, tout en IA, codés proprement comme Salesforce voulait, ça allait très très vite. On n'a pas vu... l'IA remplacer des jobs. On n'a pas vu de gens se dire tiens, c'est bon, lui on peut le remplacer. Je pense qu'il faut toujours des gens qui coordonnent, des gens qui quality check ce qui ressort. Par contre, on a beaucoup eu de process qui allaient beaucoup plus vite, et puis beaucoup d'inspiration aussi. Et après, sur la partie contenu, je sais que c'est un énorme sujet là-dessus. Donc je parlais de cette fameuse Jess, qui est une formidable content creator. Elle est religieuse là-dessus, et c'était no go, quoi. On n'utilise pas ChatGPT pour faire des articles de blog, pour faire des posts, etc. On peut faire de l'inspiration. Donne-moi 10 options de titres pour parler de ça, et puis après jouer un peu avec. On peut faire un peu de recherche comme ça, mais l'article final, elle mettait un point d'honneur à ce que ce soit écrit par un humain. Et je pense que sur cette partie-là, on va de plus en plus voir... les entreprises qui font que de l'IA et qui perdent de plus en plus de personnalité, à moins que l'IA continue aussi d'évoluer de s'améliorer. Ouais. C'est là où on sait pas. Est-ce qu'il y a un plafond de verre ou pas? Ouais, voilà. Voilà pour mon avis sur l'IA. Toi, tu utilises l'IA un peu au quotidien, concrètement, même pour faire le lien avec ton job de fractional CMO aujourd'hui, parce qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet effectivement que tu as cité tout à l'heure, c'est... les coûts, le coût d'un CMO c'est cher, il peut deliver beaucoup de value en peu de temps au sein d'une équipe, surtout que s'il y a des juniors, s'il y a une équipe déjà mise en place. Mais je me pose des questions aussi, c'est est-ce que l'IA va pas booster? Parce qu'il y a toujours, j'ai l'impression des fois, il y a des trends et il y a des catalystes. Et le catalyste de ces métiers-là, est-ce que c'est pas au final l'IA par hasard? Est-ce que on va pas on va pas dire des dingueries, mais je me dis aujourd'hui, peut-être qu'il y a des CMO qui peuvent aller très vite sur des choses qui leur prenaient plus de temps, ce qui fait qu'ils amènent beaucoup plus de value perçue et added dans des équipes. Et ça parce qu'à côté, il a une sorte d'IA qui l'aide sur, je sais pas, faire un planning budgétaire ou autre. Est-ce qu'il y a un usage? Alors moi, je ne l'ai pas encore trouvé, j'avoue. Okay. J'utilise ChatGPT, c'est plus de l'inspiration, de la recherche, des petites choses comme ça. J'utilise des outils d'enregistrement de call pour les notes et tout ça. Je trouve que c'est top. Quoi comme outil, juste pour un peu, des fois, donner des... Aircall, bien sûr. Ah oui, ok. Ouais. Non, Aircall, il y a Clap. Ça marche aussi pour les meetings? Ah oui, Clap, voilà. Clap, ouais, TLDV, Clap, tout ça. Voilà. Okay. Non, Aircall, ça marche que pour le téléphone, téléphonie. Mais Aircall a lancé ça récemment, et c'est assez chouette comme produit. Donc c'est des petits usages un peu plus anecdotiques comme ça. Je trouve pas que je puisse me reposer sur l'IA pour créer une stratégie. Je peux pas me reposer sur l'IA pour créer mon network. Je peux pas me reposer sur l'IA pour construire ce lien de confiance avec les sales. Donc il y a quand même beaucoup de choses où je pense qu'un CMO
elle doit avoir une vision, une direction. Et voilà, par contre, sur des rôles de marketing plus opérationnels, plus de production, là, allons-y à fond, quoi. On peut faire plein de d'A/B testing, d'essais, de trial and error sur plein de sujets différents. Et même sur des sujets de graphic design, Salesforce, on était parmi les premières boîtes à lancer des ads complètement en Mid-Journey generated. Oui. Ouais. Okay. Donc c'était assez cool parce qu'on sortait des trucs trop bizarres qu'on n'aurait jamais vraiment inventé tout seul pour justement annoncer nos nouveaux produits IA génératifs. Okay. Et notamment, on avait fait une assez grosse campagne qui prenait un côté presque protecteur sur l'IA. L'IA, est-ce que ça fait peur ou quoi? Donc la tagline, c'était « Ask more of AI ». Et c'était plus, voilà, Salesforce, on va essayer de mettre en place les bonnes techniques de privacy, de qualité, etc. pour que vous ne perdiez pas toutes vos données dans l'IA et tout ça. Donc, et avec, du coup, du ad un peu ésotérique, bizarre, qui faisait un petit peu peur. Ouais, elles étaient incroyables, ces campagnes. Ouais. Je sais pas si tu peux éditer, je te mets des exemples. Après, mais il y a des choses assez cool, franchement, qu'on avait faites. Donc je te montrerai quelques exemples, mais c'est assez cool. Et puis, notamment, la dernière vidéo qu'on a fait sur l'IA, c'est Matthew McConaughey en shérif qui dit « If AI is the Wild West, who's the sheriff here ?» Et en fait, la vidéo est complètement faite en AI. Et donc, tu vois qu'il avance et qu'en fait, au début, on croit que c'est un shérif. Mais en fait, il y a plein de petits problèmes. Il y a des petits cactus qui sortent de ses jambes. Oui, c'est fait exprès. Okay. Et c'est trop bien fait. Ils ont détourné la mécanique. Ouais, c'est assez chouette. Je vous l'enverrai. Du coup, un peu une petite note pour la fin. Est-ce que tu penses qu'on a abordé tous les sujets ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien nous dire que tu penses qu'on n'a pas trop abordé et que tu as fait, que ce soit chez Salesforce ou même que ce soit un peu peut-être une trend ou quelque chose que tu anticipes pour l'avenir Petite note de fin. Petite note de fin. Écoute, donc j'ai pris un gros changement dans ma carrière en début d'année. Donc effectivement, je suis à mon compte maintenant et je vois ces trends exploser sur le sujet de la flexibilité des freelances, des part-time CMO, etc. Donc je suis assez intéressée de voir comment tout ça va évoluer et comment le marché va accueillir toutes ces nouvelles ressources qui seront plus flexibles, plus adaptables et plus disponibles. Ça va être hyper intéressant. Et puis, moi, j'ai déjà commencé mes premières missions et c'est d'un point de vue personnel, un apprentissage incroyable de sortir un petit peu du confort d'une grosse entreprise qu'on connaît depuis 10 ans. Et je pense que pour les personnes qui pensent à peut-être se lancer à leur compte dans cette aventure, déjà, il y a énormément d'opportunités, mais en plus, toi, tu amènes beaucoup de choses à l'entreprise pour laquelle tu travailles, mais tu vas prendre tellement aussi en apprentissage, en croissance personnelle, etc., que c'est un nouveau process que j'encourage et hâte de voir où ça nous mène. Donc, à tous les CMO, quittez vos postes. Non. Mettez-vous tous à votre compte. Merci beaucoup, Alice. Merci à Alice. Vous deux. C'était super, j'ai passé un trop bon moment. Et à très vite. Merci.